Bonjour. Salut, salut. Salut! Bonjour Grégoire. Bonjour Camille. Bonjour Judith. Voilà, Salut ça, à tous, salut Grégoire, salut à tous. vous êtes jaloux? Moi, je suis dans un appart. Non, pardon, j'allais faire une blague sur. Moi, c'est le matin. Je suis dans un appart où j'ai une chambre pour seulement 3 000 $ par mois. Alors, Ah ouais, c'est bien ça. c'est un super plan en plus. San Francisco. Ouais, exactement. Pour seulement 3 000 $ par mois, tu as une chambre dans un appart avec un petit jardin. C'est vraiment le top. Vraiment le luxe, quoi. Et c'est en Grand luxe. luxe. Le rêve américain. Ouais. Ça fait longtemps que tu es parti, je crois. Un mois, j'avais vu sur Ça fait 2 mois depuis le début de l'année. Ouais. le début de l'année. Et alors, c'est Ouais. sympa. Bah écoute, c'est top. Comme ça, j'aurai des choses à raconter sur la différence entre ici et Eh ben, avec les studios, c'est etc. parfait. Ça peut être effectivement. On est live hein, déjà, donc Oui, je ça m'en peut doutais, être j'ai vu le petit live. Non, 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 mais c'est intéressant parce qu'en fait, ici, en gros, la perception sur les stocks, elle est vraiment complètement différente. C'est-à-dire, ça fait complètement partie de la négo. C'est-à-dire, en fait, si tu parles pas des stocks, les gens ils disent, mais moi, en fait, je suis pas intéressé. Les salaires ici sont beaucoup plus élevés. En fait, tu as beaucoup de profils qui. Là, un salaire débutant. Faut quand même se dire que dans la vallée, juste le salaire moyen, donc avec tous les gens qui ont des bas salaires, etc., c'est 150 000 $ bruts par an. Mhm. Donc c'est le salaire moyen, mais en fait, la plupart des boîtes qui bossent en tech, en engineering, etc., leur salaire de débutant, c'est entre 120 et 150, du coup, et annuel, et du coup, tu as beaucoup de gens qui sont à 300, 400, 500K, etc. Et en fait, la plupart des gens disent, moi, en fait, je vis juste assez pour vivre avec le coût de la vie. Bon, le coût de la vie est énorme, hein. Mhm. Et par contre, moi, je veux des stocks, quoi. Donc les gens, ils sont là à négocier, c'est quoi le pourcentage, combien je peux avoir, etc. Alors qu'en France, les BSPCE, souvent, c'est quoi ce truc, pourquoi, oui, j'en ai entendu parler. Et en fait, ils négocient ça au même moment que les tickets resto, quoi. Oui, Euh, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un peu le sujet de seconde zone. ouais, j'ai quoi comme Ouais, c'est mutuelle? pas Bah, ouais, fou. j'ai quoi comme BSPCE, est-ce qu'il y a des tickets resto? Ah, il n'y a pas de BSPCE, il y a des tickets resto, cool. Alors, Euh, le prix d'exercice, on n'en parle même pas. Si les BSPCE en tant que tel, c'est seconde zone, le prix d'exercice, oh, alors là, on en parlera plus tard, hein. Voilà, exactement. Et le problème, c'est que même, moi, j'avais une discussion où les gens te demandent le prix par action et te disent, ah, mais le prix par action, il est bas, etc. Tu dis, non, mais le prix par action, ça dépend du nombre d'actions. Et en effet, du coup, c'est un outil qui est un super outil pour incentiver les gens, mais en fait, les gens l'utilisent très peu. Et même quand ça les incentive, ils ne le comprennent pas. Ce qui fait qu'ils peuvent être même encore pire. Ils peuvent être. Enfin, il y a deux cas. Il y a les gens qui sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas combien ça va leur apporter. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils ont lâché beaucoup pour une chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne valorisent pas. Et le pire, c'est que moi, la plupart des gens qui le valorisent, c'est quand ils partent. Donc, j'ai vu des gens, le jour où ils sont contents, c'est le jour où ils partent dans Eh oui, d'autres boîtes. d'accord. J'ai un pote, il m'a dit, il s'est rendu compte de l'intérêt de ces BSPCE le jour où la boîte a été rachetée. Donc, en fait, les gens se rendent compte que ça valait le coup pour eux et ça les motive le jour où ils ne font plus partie de la boîte. C'est ça, Donc, donc c'est trop tard pour tout l'aspect intéressement, justement, et motivation. Ouais, mais exactement. c'est super intéressant ce que tu dis. J'ai jamais eu de retour là-dessus. C'est vraiment intéressant. On pourra en reparler. C'est vraiment, et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on en parle, la différence qu'il peut y avoir, justement, la perception de l'ESOP, enfin, des plans de stock option, entre les USA et la France. Parce qu'effectivement, tout ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Donc, je te propose qu'on garde ça pour un tout petit peu après. Déjà, je voudrais Bon, juste je te laisse commencer avec ton programme. Voilà. voilà, que tout le monde se présente. Donc, moi, je m'appelle Hugo Michelas, j'ai cofondé Auris Évaluation, je suis directeur associé, expert en évaluation financière. Et aujourd'hui, je suis avec Camille Soulier, CFO d'Only Dust. Je te laisse d'ailleurs te présenter, d'ailleurs, Camille. Ouais, bonjour à tous. Ben oui, effectivement, je suis directrice financière dans Dust. Ça fait 3 ans et demi que je suis chez Only Dust et j'ai un parcours d'une quinzaine d'années en finance. D'accord. Judith Benoudiz aussi, Canopy Avocat. Bonjour, alors moi je suis avocate corporate de Only Dust depuis la création et du coup je les ai accompagnés sur leur structuration de leur plan de BSPCE entre autres et du coup on va en parler. Super. Et le dernier, Grégoire Gambato, j'avais commencé par les dames. Bonjour, bonjour. Du coup, c'est le mec qui parle alors qu'on ne l'a pas demandé. Grégoire, du coup, je suis CEO, cofondateur d'Only Dust. On est une boîte qui essaie de régler le problème de la collaboration dans l'open source, qui en plus à l'ère de l'AI devient de plus en plus compliqué. La boîte a 3 ans, on a levé 2 tours de table avec Judith, du coup, qui nous a accompagnés tout du long. Et j'ai fait une boîte avant Germinal qu'on a exit, une agence qui faisait du growth, qui est assez connue. Et maintenant, je me suis installé à San Francisco pour lancer le business ici avec ma femme. Voilà. Enfin, pour lancer le business vraiment aux US. Et du coup, je me suis installé avec ma femme. Ma femme ne travaille pas dans l'entreprise. D'accord, ok. Et donc, tu es sensible, comme tout le monde ici, à la problématique des BSPCE et plus largement des stock options, c'est ça?
Bah, c'est pas que je suis sensible, je trouve qu'en France, pour moi, ça devrait être la chose numéro un que les gens négocient dans leur package. Et ça devrait être la discussion numéro un. Et c'est plutôt le point numéro 18. Et du coup, c'est frustrant parce qu'en tant que fondateur, c'est la chose la plus précieuse qu'on a à donner, l'equity de sa boîte. Parce qu'en Oui. fait, l'argent, on peut toujours en relever, c'est non dilutif. Et en fait, quand on donne de l'equity, que ce soit à des VC, soit des gens de l'équipe, on attend, c'est un gros sacrifice qu'on fait, on attend quelque chose en retour. Donc pour des VC, c'est le moyen de grandir plus vite, le fait que la boîte va valoir beaucoup plus, le fait d'avoir du network, etc. Pas forcément que de l'argent. Et par exemple, ici, ça se fait beaucoup de laisser investir des gens dans ta boîte pour qu'ils puissent te donner des conseils, t'ouvrir leur réseau, même s'ils investissent peu. C'est très courant. Moi, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit ici, je fais ce que je peux investir dans ta boîte, juste 1 000 $, 3 000 $, juste pour suivre l'aventure, pour t'offrir à mon réseau et faire que, en fait, toutes les choses, les rencontres que je vais te faire, les gens à qui je vais te connecter, etc., ils vont indirectement me bénéficier quand ta boîte va réussir. Tu vois. Et ça, c'est un truc que tu vois pas du tout. En Europe, tu dis, j'ai besoin, enfin, peut-être que ça se fait, mais en tout cas, je l'ai très, très peu vu. Il y a peu de gens qui te disent, hey, j'ai envie d'investir 1 000 $ dans ta boîte pour te suivre. Non, tu lèves de l'argent quand tu as besoin d'argent. Tu lèves pas de l'argent en Un permanence. peu via des BSA, comme si c'était des membres du board, des mentors, ce genre de choses. On leur donne parfois un peu des BSA parce que justement, c'est un investissement financier plus faible pour eux. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le demandent. Il y a quelques business angels qui les demandent régulièrement. C'est toujours les mêmes, on les connaît. Mais il y en a moins qui le demandent. Et c'est aussi, je pense, parce que finalement, les BA, peut-être qu'en France, ils ouvrent moins leur carnet derrière. Oui. Donc, peut-être que cette demande, elle est moins acceptée et moins entrée dans les mœurs parce que cette promesse est moins bien tenue. Ouais, mais là, on le demande moi, en meet-up. Des gens que je rencontre, ils me disent, est-ce que je peux investir 1 000 $ dans ta boîte? Je trouve que ce que vous faites, c'est cool. À partir de 1 000 $, et tu envoies un lien. Les gens, ils font ça avec des SPV, des choses comme ça. Je suis pas suffisamment, je suis parti juridique, je suis pas calé, je pense que ce sera mieux. Mais du coup, c'est intéressant de voir que les gens, ils le font comme ça. Et je sais pas, depuis que je suis ici, là, d'ailleurs, j'ai explosé mon budget de boîte dans lesquelles j'investis parce que j'ai vu plein de gens intéressants qui m'ont dit, ah, bah, si tu veux, tu peux rentrer. J'étais en mode, bah, grave. Et du coup, sauf que je me suis rendu compte, alors qu'en Europe, on propose rarement. Et du coup, j'ai dû me calmer parce que à coût de 5 000, ça va quand même vite. Et non, c'est assez ouf. Et du coup, ouais, c'est le truc le plus précieux que tu donnes. Et ici, ça se fait beaucoup. Et en France, en fait, bah, c'est quelque chose que tu donnes. Mais ce que je dis, la grosse frustration, c'est que si tu ne le donnes pas au moment de l'exit, ou à un moment d'un événement de liquidité, donc une levée de fonds, un exit, tout le monde, un rachat de part en secondaire, tout le monde va se dire, putain, ils m'ont fumé. Et genre, ils m'ont rien donné. En fait, c'est eux qui ont pris tout l'argent, etc. Donc, à bas les riches, les founders riches. Et quand tu es un fondateur et que tu te donnes ça avant, et que du coup, tu dis, bon, bah, sur le package global, les gens ne le valorisent pas et disent, ah, c'est juste à moins de moins bien me payer. Donc, à bas les riches. Du coup, j'exagère un petit peu, mais du coup, ta relation, comment est-ce que tu arrives à créer une vraie relation avec ton équipe où les gens se rendent compte qu'en fait, tu leur as donné la chose qui est la plus précieuse pour toi parce que tu as envie qu'ils aient, qu'eux aussi, si ça marche, ils aient vraiment un gain financier qui soit proportionné à leur effort et à la réussite de la boîte. Et je trouve que c'est très, très mal fait en France. Ouais. D'accord, super intéressant. Et du coup, Judith, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, déjà, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, pour les BSPCE, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quelles sont les conditions d'émission, quel type de société? Les BSPCE, c'est un outil d'intéressement des salariés qui leur permet de bénéficier de la valeur de la boîte. Donc, de bénéficier de la valeur qu'ils sont également eux-mêmes en train de créer. Concrètement, c'est quoi? C'est un bon gratuit que la société donne aux employés, à certains employés, qui leur permet d'acheter des actions à un prix qui est fixé au jour où on leur donne le bon. Donc, par exemple, on leur dit, aujourd'hui, l'action, elle vaut 10, on te donne le bon, ça va te permettre d'acheter cette action à 10. Et eux l'achèteront plus tard, à la fin de leur vesting, au moment d'un événement déclencheur, quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent en fonction des conditions fixées. Et à ce moment-là, peut-être que l'action vaudra 50. Et potentiellement, ils auront fait du coup une plus-value de 40. Donc ça, c'est le principe du BSPCE. Donc l'idée, c'est de permettre en fait aux salariés de participer à la valeur qui est créée par la société sans avoir à investir d'argent au départ. Donc sur le papier, c'est un outil qui est vraiment magique et c'est un bel outil en France parce que il est gratuit et pour le salarié et pour la société au moment où il est émis.
Ok, d'accord, merci. Et alors, je serais curieux, Grégoire, toi, ta définition du coup du BSPCE en tant que justement entrepreneur, toi, quel mot t'aurais employé pour définir BSPCE quand on donne à un salarié? Qu'est-ce que, pour toi, comment tu vois ça, toi, du coup, si tu devais le Ah, définir? moi, dans ma tête, je sais que c'est quelque chose qui est gratuit, qui n'arrivera peut-être pas, mais pour moi, c'est de la dilution. C'est-à-dire, D'accord. Toi, tu vois ça comme de la dilution, de ton moi, c'est de la côté. dilution. C'est-à-dire, si je donne, je veux dire mon point de vue, hein. Je sais que Oui, c'est oui, beaucoup oui, bien sûr, d'équipes, c'est etc. Mais normal. C'est le principe. moi, je sais que le truc que je dois éviter le plus possible, c'est la dilution. Je sais que les deux choses qui sont le plus importantes et les plus précieux, c'est pour moi, c'est l'equity dans ma boîte et c'est le temps de mon équipe. Et du coup, je dois m'assurer que les gens, ils vont passer du temps avec nous. Ils vont passer 1 an, 2 ans, 5 ans avec nous, 10 ans. Et du coup, j'ai envie que ce temps-là, il soit bien récompensé pour eux. Parce que c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Et c'est à la fin ce qui fait que les gens ils se disent, waouh, c'était vraiment une histoire légendaire. C'est qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de mon énergie, mais en fait, ça valait le coup. Et de l'autre côté, moi, j'ai ce côté d'illusion. Donc en fait, c'est ça, je dois balance entre comment est-ce que je me que la personne qui me donne son asset le plus précieux, j'arrive à l'échanger correctement contre mon asset à moi qui est le plus précieux d'un point de vue entrepreneur, même si mon temps, bien entendu, est précieux, mais on a Oui. l'idée. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que je regarde les choses. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et par exemple, moi, un truc que je fais maintenant, que je trouve qui marche bien, pour que les gens se rendent compte de la puissance, c'est que la plupart du temps, je fais un package, je fais 2 offres aux gens dans la boîte. Je fais une offre avec pas beaucoup de BSPCE, un bon salaire, et une offre avec un salaire un peu moins intéressant et beaucoup plus de BSPCE. Donc, bien entendu, moi, mon intérêt, c'est que la personne prenne le package avec beaucoup plus de BSPCE. Mais quand tu vois que tu peux être payé 10K de plus en ayant moins de BSPCE, donc 10 000 euros brut par an en plus, tu dis, attends, mais pourquoi est-ce que tu me donnerais 10 000? Donc là, tu m'enlèves 2 tiers de ça et tu me donnes 10 000 de plus. Et du coup, ça crée la question. Et du coup, je trouve que le fait de proposer les deux packages aux gens, donc 2 types de rémunération avec une partie fixe et une partie action, enfin BSPCE, ça permet aux gens de créer l'interrogation et de lancer le débat. Et la plupart du temps, après, quand tu parles avec les gens, ils finissent, enfin, en tout cas, nous, toutes les fois où je l'ai fait, les gens ont fini par prendre le package où il y avait un peu moins de salaire et plus de BSPCE. D'accord, enlève ça allait être une question. sur le fait que finalement, ils ne se disent pas que tu as essayé de les avoir parce qu'ils avaient le choix et que c'est eux qui ont fait le choix. Donc, ça enlève surtout la frustration là-dessus. Ouais. Et du coup, tu as répondu à ma question à l'avance. Vraiment, les gens choisissent du coup donc un salaire un petit peu plus faible et beaucoup plus de BSPCE. Toi, ton retour d'expérience? Il y a des personnes qui ont renoncé à 20 000 euros brut par an pour avoir plus de BSPCE quand même. D'accord. Sur des salaires aux alentours entre 110 et 150 K. Pas pour vous donner exactement les salaires des gens, mais donc c'est des gens qui sont bien payés, mais je me dis, mon Dieu, je devrais facturer plus. Mais 20 000 euros brut. Après, nous, on est une très petite équipe, on est on est 12 là dans la boîte. Donc, nous, on est on a fait 3,8 millions l'année dernière de chiffre d'affaires. Donc, sur la partie talent, on est très dur et on prend des gens très expérimentés, etc. Donc, on a des gros salaires pour une boîte française, mais par contre, on a un niveau d'expérience qui est très élevé. On est très, très exigeant. Et oui, du coup, les gens, la plupart du temps, enfin, pour l'instant, 100% des cas, dans les quelques fois où je l'ai proposé, c'est un truc que je fais depuis 1 an, mais comme on ne recrute pas 10 000 personnes par an, j'ai testé 10 000 fois. Les gens ont toujours pris plus d'equity. Et pareil, parfois, en fin d'année, je propose une augmentation BSPCE ou une augmentation au salaire. C'est super intéressant ça. Et autre chose que je fais, par contre, c'est qu'on fait l'effort dans notre stratégie d'expliquer que si on fait un tour de table, il y aura une partie, on essaiera que chaque tour de table soit un événement de liquidité pour l'équipe si c'est possible. Du coup, ce qui fait que, donc, pour parler grossièrement, c'est-à-dire que quand on reçoit de l'argent, on a une partie qui va être allouée pour racheter des parts qui seront devenues réelles des employés, ce qui fait qu'ils vont prendre peut-être 20, 30, 40, 50 000 euros pour la vente de leur BSPCE lors d'un tour de table, ce qui fait que ça leur permet de valoriser. Et moi, je trouve que quand tu es employeur, dire aux gens, en fait, si vous êtes là depuis au moins 2 ans, et si on fait un tour de table, vous allez pouvoir valoriser 10, 15, 20, 30% de votre equity avec de l'argent qui va tomber sur votre compte. Ça permet de rendre cette valeur beaucoup plus tangible. Et ça, c'est un truc que peu de boîtes font aussi. Je confirme, j'accompagne beaucoup de startups et c'est la première fois que j'entends ce discours. Vraiment en tout comme cas, ça. moi, je veux faire ça. Et moi, par exemple, dans ma discussion actuelle là, avec. Alors, on n'en est pas encore à lever de l'argent, mais quand je parle avec des investisseurs, je leur explique que moi, ma priorité numéro 1, c'est. Donc, moi, je passe après. Ma priorité numéro 1, c'est que les membres de mon équipe, que ce soit salariés, mes cofondateurs, etc., puissent cash out, donc prendre du secondaire, donc de l'argent en direct pour leur part. Et ensuite, s'il reste ensuite une poche, moi, éventuellement, je pourrais en avoir. Mais pour moi, la priorité, c'est que les membres de l'équipe et mon cofondateur, dans une certaine mesure, enfin tous les autres membres de l'équipe sauf moi, puissent avoir quelque chose.
Et ensuite, si j'étais suffisamment dans la négociation, il me restera quelque chose pour moi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est l'équipe, les autres membres de l'équipe qui doivent avoir quelque chose en premier. Et c'est logique parce que c'est moi qui négocie ça. Donc si je ne suis pas bon et que je suis capable de négocier ça que pour moi, c'est parce que je n'ai pas été bon. Donc voilà. Ok. Et alors, donc, du coup, en résumé, pourquoi tu as mis en place un plan de BSPCE? La raison pour laquelle, ce que tu parlais tout à l'heure, c'est un concept très intéressant, d'ailleurs, je le garde dans un coin de la tête, c'est que tu disais, j'échange ce que j'ai de plus précieux, l'equity, et en échange, les gens me donnent ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur temps. Donc, pourquoi tu mets en place un plan de BSPCE, le pourquoi profond, du coup? Bah, pour moi, un plan de BSPCE, c'est ce qui fait que les gens. Une de nos valeurs, c'est Unstoppable Ownership. Donc, c'est vraiment le sens de la responsabilité. En fait, on est là. Quand on fait quelque chose, on est là. Et même si on se prend si c'est compliqué, si on se prend j'essaie de pas utiliser des termes anglais, pardon, je suis désolé. D'autant plus que mon anglais est plutôt moyen, je tiens à le préciser. Mais on s'habitue quand même aux termes anglais. Mais même si on a des revers, etc., on va quand même continuer à avancer. On va quand même garder l'ownership, la responsabilité de ce qu'on fait. Et ce que je dis, c'est que dans les moments où c'est difficile, tu sais que tu es dans cette boîte parce que la vision et ce qu'ils font, elle a du sens pour toi. Mais savoir que si cette boîte, elle réussit vraiment au-delà, au niveau ou au-delà des attentes qu'on a pour ce collectif et pour ce qu'on veut faire ensemble, que ça va aussi changer ta vie. Ça va pas juste changer. En fait, le problème, c'est que souvent, quand tu vas dans une boîte avec une belle mission, tu changes la vie de tes utilisateurs. Les gens qui utilisent ta solution, et tu changes la vie de tes fondateurs. Tu ne changes pas ta vie à toi. Et tu as vécu une belle aventure, mais à la fin, tu n'as pas changé ta vie. Et moi, mon framework, c'est de dire, en fait, une belle boîte, c'est une boîte qui change la vie des fondateurs, qui change la vie des membres de l'équipe et qui change la vie des utilisateurs. Tu vois. Et si tu donnes juste un salaire sans part à ton équipe, tu ne changes pas leur vie, en fait, si ça réussit. Parce que ce n'est pas en gagnant 20-30% de plus par an que tu vas changer ta vie. Par contre, si à un moment, tes parts, elles valent 1, 2, 3, 5, 10 millions, là, tu as changé leur vie. Et du coup, parce que tout ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Alors, si tout cela est vrai, pourquoi il y a aussi peu de gens qui en parlent positivement des BSPCE? Pourquoi il n'y a pas plus de salariés qui se disent les BSPCE? Ça peut changer ma vie. Pourquoi, à ton avis? Déjà, parce qu'il n'y a pas assez d'exit en France. Donc, il y a très peu de BSPCE qui ont vu la couleur de leur argent. Je peux t'assurer que quand tu discutes avec quelqu'un et un de ses potes il était dans une boîte qui a fait un exit et qu'il a touché son argent, quand tu connais quelqu'un qui a touché de l'argent grâce à des BSPCE, je peux t'assurer que je vois direct la différence dans la négo. J'ai un mec qui me dit, oui, moi j'ai un pote, il travaille chez Conto, il a pris 1 million. Tu sais, genre, c'est quoi les BSPCE? Tu peux m'expliquer? Parce que moi, ça m'a l'air vraiment important, tu vois. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de success stories. Donc, du coup, comme on n'a pas assez de belles histoires, du coup, il n'y a pas assez de gens qui connaissent des gens qui ont cette histoire, et parce qu'on n'a pas assez d'exit. Et du coup, c'est même l'inverse. On connaît plein de gens qui pensaient que leur argent valait beaucoup, et leur boîte s'est pété la gueule en termes de valo, ils n'ont pas réussi à négocier, etc. Donc, le problème, c'est les exits. Il n'y a pas assez d'événements de liquidité pour des sorties, pour des entrées en bourse ou pour des rachats à part par des investisseurs. Pareil, la plupart des boîtes, quand il y a de la rachat de part, on préfère que ce soit les fondateurs qui sortent de l'argent plutôt que les membres de l'équipe. Et ça, je vois que ça commence à changer. Donc pour moi, la principale source du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de belles histoires en France, parce qu'on n'a pas assez d'événements de liquidité, parce qu'on ne priorise pas le fait de le valoriser lors de tours de table. Donc événements de liquidité, je disais, en bourse, revente, ou lors de tours de table, parce que ce n'est pas la priorité. Et du coup, et comme il y a beaucoup de gens qui ont fait des promesses basées un petit peu sur rien et qu'ensuite le soufflet est retombé, il y a beaucoup plus de gens déçus que de gens heureux. Et du coup, c'est ça qui spread dans l'écosystème, qui se diffuse. Et tu as parlé là à l'instant de donc justement la valorisation de la société, la valorisation du prix d'exercice, tout ça. Quand est-ce que tu as entendu parler de la décote applicable au prix d'exercice? Tu sais, avec la mise à jour du BOFIP en 2023, il y a eu un mécanisme qui a été on va dire, mis en lumière, c'est qu'on pouvait attribuer aux salariés les BSPCE sur la base d'un prix d'exercice avantageux par rapport à la valorisation du tour. Tu en as entendu parler de ça? Et quand et comment Ça, c'est Camille et Judith, ça. Peut-être Là, pour le coup, moi, je savais qu'aux US, il y avait des super décotes, mais je ne sais pas comment ça passait, je n'ai pas suivi. Je crois que c'est Camille. Et alors, quand tu l'as su, comment Ça, c'est vrai, c'est nous deux, c'est Camille et moi. On a effectivement pointé ça auprès de Grégoire. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, cette histoire de décote, en fait, elle vient toucher le prix d'exercice. Donc, c'est les 10 € dont on parlait au départ. Il faut savoir aussi que je pense qu'une des raisons pour lesquelles les BSPCE ne sont pas forcément hyper populaires,
c'est qu'il n'y a pas de formation des salariés, on ne leur explique pas exactement comment ça marche, à quoi ça sert. Il y a des contre-vérités qui existent sur Internet et qui sont comme ça popularisées par tous. Et par exemple, la décote, j'ai des clients qui m'ont réellement dit « Je ne veux pas faire de décote sur mes BSPCE parce qu'en fait, j'explique à mes employés que s'ils ont 100 BSPCE à 10 €, bah, ça vaut 1000, 100 fois 10. Et alors que si finalement, en fait, c'est que 5, ça va valoir 500 et dans leur tête, du coup, ça vaut moins. Et donc, c'est pas intéressant pour moi qu'il y ait de la décote sur les BSPCE. Donc, c'est une vraie contre-vérité puisqu'en fait, ils leur parlent pas de la plus-value, ils leur parlent comme si c'était une valeur économique, les BSPCE. Et je pense que ça contribue au fait que ce soit pas populaire, c'est toutes ces contre-vérités et la problématique de la formation. Ce qui rejoint ce que Grégoire disait, que ce qui s'est répandu, c'est pas forcément les bonnes croyances ou alors des histoires pas très favorables. Et Grégoire, du coup, quand tu as appris, quand Judith et Camille t'ont remonté ce point-là, comment tu l'as pris? Est-ce que directement tu l'as comparé, par exemple, aux pratiques américaines? Est-ce que tu connaissais les pratiques américaines? Ouais, les pratiques américaines, je crois que c'est 80 à 90% de décote systématiquement, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Pareil, oui, alors, c'est toujours le résultat d'une analyse, donc on va dire que ça peut dépendre des sociétés, mais effectivement, on va dire que ça peut être. C'est peut-être un peu. Moi, j'en ai pas vu autant, on va dire 80-90. Pour moi, j'ai accompagné une centaine de startups. Les seules fois où j'ai vu autant de décotes, c'est plutôt, même aux États-Unis, hein, c'est quand il y a des préférences, enfin, on en reparlera, mais des préférences très, très élevées sur les différents tours. Mais effectivement, le principe de décote. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, en France, on parlait plutôt de 10-20% de décote. Oui. Quand je dis 80-90, je pousse un peu, mais en France, on me dit c'est 10-15% max, et je sais qu'il y a une évolution là-dessus, quoi. C'est ça. Et du coup, quand tu l'as appris, tu t'es dit trop cool, je vais mettre ça en place pour mon plan de BSPCE. Tu as tout de suite vu l'intérêt pour les salariés, c'est ça? Oui, bah, l'intérêt, il est massif, parce que du coup, c'est ce qu'expliquait Judith, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ce que tu gagnes, c'est le prix de sortie moins le prix d'exercice, donc le prix quand tu es rentré. Et en fait, le problème, c'est que si tu rentres à une valorisation, imaginons notre dernière valorisation, c'est 20 millions. D'accord. Le tour qu'on a fait il y a bientôt 2 ans. Donc, depuis, on a fait quelques progrès, mais si la personne rentre à une valorisation de 20 millions et que tu lèves un tour à 40 ou à 50 ou à 60, bah, du coup, même à 40, tu fais x2 sur la valo. En fait, eux, du coup, ils sont rentrés, ils ont pas beaucoup parce qu'en fait, ils sont à 10, moins 5. Donc, ils gagnent que 5 $. S'ils ne rentrent pas à 20, mais qu'ils rentrent à 7 millions parce qu'il y a des actions de préférence, etc., ça veut dire qu'ils ne font pas 10 moins 5, mais qu'ils font 10 moins 1,7. Donc, ils prennent 8,3. Donc, en fait, le gain pour les membres, pour les fondateurs, ça ne change rien. Mais le gain pour les membres de l'équipe, il prend instantanément plus 30%. Donc, plus 60%. Donc, du coup, ton gain, pour être précis, 60, bref, whatever. Tu prends 60% immédiatement de gain. Donc, en fait, moi, tu te dis, oui, la différence, elle n'est pas énorme, mais sur des tours de table où, en fait, la valo, elle va faire que x2, ce qui est déjà pas mal, bah, tu peux prendre 60% de gain en plus. Et pour un membre de l'équipe, c'est énorme. Parce que la différence entre 500 000 € et 800 000 €, elle est vraiment importante. Et du coup, moi, je vois que dans tous ces cas où en fait la boîte va finir que faire x2, x2,5, x1,5 en valo, après une vente, après un secondaire, etc., où en fait c'est une croissance qui n'est pas genre exponentielle et qui du coup va écraser l'importance du prix d'achat au moment où tu rentres dans la boîte. Et ben, en fait, dans tous ces cas-là qui sont des succès médians, qui ne sont pas incroyables, mais qui sont loin d'être nuls, en fait, dans ces cas-là, les salariés peuvent s'y retrouver beaucoup mieux. Et même, je te prends un autre exemple. Dans un cas où la boîte vaut 20 millions et la boîte est vendue à 20, bah, si tu as une décote de 66% pour les actions de préférence, etc., bah, en fait, les membres de l'équipe, ils vont prendre quelque chose. Ils vont prendre peut-être 100, 150, 200 000 € si tu as donné beaucoup d'equity. Attention, nous, on donne beaucoup d'equity, on a très peu de membres de l'équipe, mais dans d'autres boîtes, ça va plutôt être 5 000 €, 10 000 €. Et dans un autre cas, bah, ils vont prendre 0. Donc, en fait, la différence entre 100 ou 150 000 € et 0, après 3 ans d'une boîte, ça fait tout. Et c'est ce qui fait que dans tous ces succès, entre guillemets, médians, qui ne sont pas les succès qu'on vise en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se voiler la face. Mais en fait, dans tous ces succès médians, tu ne vas pas laisser l'équipe de côté. Et je pense que c'est important parce que du coup, ça va créer plein d'histoires pas incroyables. Mais au lieu d'avoir quelqu'un qui dit putain, je me suis fait avoir, en fait, j'ai bossé 3 ans dans cette boîte, j'ai eu 0. Bon, j'ai bossé 3 ans dans cette boîte, ça n'a pas marché si bien que ça. Mais j'ai quand même eu 50 000 ou 100 000. Bah, c'est pas du tout la même chose de je me suis fait avoir par ces cons versus ça n'a pas marché aussi bien que je voulais, mais j'ai quand même eu un chèque et c'est cool.
Ouais. Et d'ailleurs, quand tu disais ça change rien pour les fondateurs, ça change aussi en fait pour les fondateurs parce que si tu as une décote, tu as besoin de donner moins de BSPCE pour un gain équivalent, potentiel équivalent, et du coup, potentiellement, ça viendrait moins diluer les fondateurs. Oui, alors moi je raisonne pas comme ça, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un. Parce que moi je vise pour le moonshot, donc moi quand je fais mes calculs, je fais les calculs avec 10 milliards de valo. Donc, mais voilà, c'est. C'est lié aux 3 000 € par mois de la chambre. Là, ça, par exemple, au moins en rigolant, ça, c'est un truc qui n'existe pas ici. C'est-à-dire que moi, si je dis que je vais voir une boîte, une $1 billion compagnie, j'ai quand même dit à un banquier d'affaires, le mec m'a dit oui, ce soit quoi le prix minimum auquel tu pourrais vendre? Je dis, ah, si on n'arrive pas à avoir la croissance qu'on veut, blablabla, on vendrait aux alentours de 40 millions. Et le mec m'a regardé, il a soufflé en regardant les yeux au ciel en disant un peu d'ambition, pitié. Je cite. Donc, ça, c'est la différence entre être aux US et être en France. C'est qu'en France, quand on donne des montants comme ça, les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire une petite remarque et c'est normal, c'est très culturel. Ici, c'est l'inverse. Ils te disent, mec, si tu es below average, en mode les mecs qui ont monté des. Moi, l'autre fois, j'ai discuté à un dîner avec un mec et je lui dis, ah, t'as fait quoi? Ah, j'ai cofondé une boîte et en fait, c'était le cofondateur d'une boîte qui vaut 65 milliards. Et il était en mode, bah, tu sais, moi, j'ai monté une jolie boîte, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc ouais, ça change ton niveau d'ambition quand tu discutes avec des gens qui ont des boîtes à 65 milliards. Et ça, c'est un autre sujet, mais les valos aux US, elles sont énormes, mais les conditions de sortie aussi sont beaucoup plus violentes. Bah, de toute façon, il n'y a pas de sortie en Europe, donc. Oui, il n'y a pas autant qu'ici. Bref, whatever, c'est un autre sujet, désolé. Et tout ce que tu viens de nous dire, là, est-ce que tu l'as expliqué à tes salariés, la différence, donc là, de la décote, etc. Camille, est-ce que tu penses qu'on l'a expliqué? Camille étant membre de l'équipe, n'hésite pas à me contredire, Camille, c'est juste que j'explique clairement, mais c'est Camille qui fait beaucoup de pédagogie. Désolé, je fais la passe parce que Camille. Moi, je peux parler en tant que salarié, effectivement, avant de parler en tant que CFO. J'étais la première salariée de OnlyDust. Moi, je bossais déjà avec Greg et Paco avant. Et j'étais freelance à ce moment-là. Et j'ai accepté de les rejoindre en salarié à temps partiel, justement parce qu'il y avait cet attrait des BSPCE. Alors que. Attends, mais juste. Quoi? Maintenant, tu es à temps plein. Mais à ce moment-là, elle était à temps partiel et elle bossait avec plusieurs boîtes. Et je pense que tu serais resté en freelance si elle peut l'intérêt des BSPCE. Exactement, parce que freelance, c'est mieux payé qu'un salaire dans une société, parce que c'est comme ça que ça fonctionne majoritairement. Mais effectivement, moi, si j'ai rejoint OnlyDust en tant que salarié, c'était l'attrait des BSPCE parce que c'est un véritable attrait sur le moyen terme. Et après, comme l'a dit Greg, on est quand même aussi bien payé de base. C'est-à-dire que les BSPCE, ça reste attrayant, mais il ne faut pas non plus proposer des salaires absolument dégueulasses à côté parce que ça perd aussi tout son intérêt quand même. Mais en tant que salarié, en fait, c'est vraiment une vision à moyen terme de « Ok, je vois une vraie valeur dans cette société, j'ai envie de la rejoindre parce que j'ai envie de construire avec eux et j'ai envie de participer à cette valeur sur le moyen terme. » Et c'est quand Greg parle de négo entre salaire, BSPCE, c'est un équilibre propre à chaque salarié entre le salaire, c'est plus du court terme en fait, entre qu'est-ce que j'ai besoin à court terme et qu'est-ce que j'ai besoin à moyen terme et c'est ça qui est important. Et après, on a toujours été très transparent avec les salariés sur comment fonctionnent les BSPCE. On leur a toujours présenté, on leur a fait des simulations par exemple en disant voilà, si la société vaut tant, voilà potentiellement combien ça représenterait pour vous. À tel cours, combien vos actions, vos BSPCE représenteraient. On a toujours eu beaucoup de pédagogie sur leur expliquer la prise de valeur potentielle et l'intérêt pour eux. Là, par exemple, on va peut-être en parler, mais avec les changements sur la loi de finances, on va leur présenter aussi qu'est-ce que ça a comme impact pour eux. Voilà, il y a des et c'est important et on n'attend souvent pas qu'ils aient des questions pour leur en parler. C'est toujours on prend plutôt le devant pour présenter tout ça et après on répond aux questions évidemment. D'accord. Et alors du coup, l'un et l'autre, du coup, je suis preneur de vos deux retours. Est-ce que vous diriez que le mécanisme, enfin le fait d'appliquer une décote, de pouvoir appliquer une décote sur le prix d'exercice, ça vous a permis de mieux fidéliser ou plus fidéliser les salariés? Est-ce que ce changement de paradigme entre avant et aujourd'hui, avant on ne pouvait pas du tout mettre de décote, ou alors comme disait Greg Waters, c'était 10%, c'était du doigt mouillé, d'ailleurs, c'était pas le fruit d'une analyse ou d'un travail. Est-ce que le fait d'aujourd'hui d'avoir réellement mis en place une pratique d'évaluation pour le prix d'exercice, et donc notamment via la décote, est-ce que ça vous a permis de mieux ou plus fidéliser les salariés? Moi, je pense que les gens,
c'est difficile de répondre pour les membres de l'équipe, mais moi, ce que je pense, c'est que les gens se sentent privilégiés. Parce que du coup, ils ont une valorisation qui est différente des autres investisseurs. Et du coup, ça crée, ça permet deux choses. Ça permet qu'ils se sentent. Ouais, en fait, pour moi, c'est juste qu'ils se sentent privilégiés et qu'ils se disent, j'ai un prix que les autres ne pourraient pas avoir. Parce que je travaille dans cette boîte, parce qu'on ne fera jamais une décote comme ça pour des nouveaux investisseurs qui rentrent, etc. Et donc, du coup, ça crée ce sentiment de je pars avec un avantage par rapport à quelqu'un qui aurait juste investi son argent dans la boîte. Bah, en fait, j'ai un vrai avantage. Et je pense que ça crée un sentiment positif. En effet, je pense que ça. Enfin, oui, pour moi, ça joue sur la fidélisation. D'accord. Et Camille, du coup, en tant que salarié et en tant que personne qui s'est beaucoup adressée aux salariés de OnlyDust. Ben oui, il y a ça. Et dans les simulations de valorisation qu'on présente, du coup, les simulations de plus-value sont bien plus importantes avec une décote que sans décote. Donc forcément, les chiffres qu'on présente aux salariés sont beaucoup plus intéressants avec une décote que sans. Donc, oui, parce que quand tu présentes un cas où tu dis on va faire un exit à 2 fois la valo actuelle du dernier tour de table, si tu as une décote, souvent c'est intéressant. Si tu n'as pas de décote, et tu regardes le chiffre et tu fais ouf, c'est pas grand chose, quoi. Donc du coup, c'est sûr que même sur des cas comment dire, les cas les moins intéressants et les moins je cherche mes mots, j'allais dire bullish, mais les moins ambitieux. pour l'équipe, c'est-à-dire les worst, voilà. Dans les mauvais scénarios. Voilà, merci. Même dans les plus mauvais scénarios, en fait, la décote, elle permet de se dire, OK, même dans un scénario très moyen, en fait, je fais quand même, c'est quand même cool. Voilà. Et justement, comment tu leur as expliqué, ou comment vous leur avez expliqué d'où provenait cette décote? Pourquoi? Comment peut-être? Est-ce que vous restez vague ou vous expliquez d'où elle provient? Je veux dire, pourquoi on peut l'appliquer? Vous expliquez quelque chose là-dessus ou vous restez moi, c'est un avantage? Je ne sais pas Camille, mais moi, en tout cas, je dis que c'est possible d'un point de vue réglementaire et que c'est un alignement entre ce qu'ils faisaient en Europe et aux États-Unis. Et peut-être que tu vas je suis pas un expert là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est de dire, en fait, vous rentrez dans des conditions différentes. Donc, du coup, en fait, comme la boîte, elle a un certain âge, etc., l'évaluation de la boîte, elle est différente. Mais les gens, ils s'en foutent. Ils veulent juste... En fait, à la fin, les gens, ils disent juste c'est possible et c'est légal, donc c'est cool, quoi. Le procédé de par où ça passe, etc., c'est pas... Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai des questions. D'accord. Et Camille? Non, la seule chose qu'il faut leur expliquer, c'est que du coup, leur prix d'exercice ne reflète pas la valorisation de la société, en fait, puisqu'il y a une décote qui est appliquée. Donc, c'est juste là-dessus qu'il faut leur expliquer, parce que sinon, de manière assez simple, ils vont prendre le prix d'exercice multiplié par nombre d'actions. Ils vont se dire, mais du coup, la société, elle vaut que ça. Donc, c'est juste de la pédagogie sur expliquer qu'il y a eu une décote qui a été appliquée par rapport à la valeur réelle de marché. Par rapport à la valeur du tour ou la valeur de la société à date. Et donc, le prix d'exercice ne reflète pas la valorisation de la société à date. Voilà. D'accord. Et donc, tu as des questions parfois là-dessus, des salariés qui se disent qu'ils sont inquiets, il y a une décote par la valeur. Il y a vraiment des sujets qui remontent. Ouais, il y en a quelques-uns ceux qui s'intéressent beaucoup au BSPCE et qui regardent en détail, oui, ils m'ont déjà posé la question. Oui. Ok. Et alors, toi, du coup, en tant que première salariée de OnlyDust, est-ce que tu avais bien compris le fonctionnement des BSPCE quand on a reçu? Est-ce que tu connaissais déjà un peu ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que... Ouais. Comme je suis CFO et RH dans les sociétés, oui, je connaissais le principe des BSPCE. Donc, moi, j'ai un peu un cheat code. Je connais comment ça fonctionne. Je suis bien au courant de la chose. Mais je pense que Grégoire saura mieux que moi. Mais je pense que la plupart des salariés qui nous ont rejoints, ils étaient quand même bien au courant du fonctionnement des BSPCE. Et de leur attrait potentiel. Mais je crois qu'il y a certains candidats, Greg, par contre, où ce n'était pas le cas du tout. Donc, honnêtement, même ceux qui savaient, c'était assez flou. On sent qu'ils étaient en mode, je sais que c'est important, mais ils avaient beaucoup de questions très pratiques. On sent qu'il y a eu très peu de gens où il y a eu un vrai effort de pédagogie de leurs précédents employeurs. Très, très peu. D'accord, parce que mon retour, moi je suis tierce partie, hein, je ne suis pas dans la vie des sociétés, mais je les accompagne quand même. Parfois, j'ai beaucoup de retours de la part d'entrepreneurs. Quand je leur juste parle du sujet des BSPCE, ils me répondent « ça ne m'intéresse pas ». Et ça, j'ai toujours pas percé le mystère du comment les BSPCE
juste le sujet ne peut ne pas intéresser les entrepreneurs. Parce que avant qu'ils intéressent les salariés, il faut déjà qu'ils intéressent les entrepreneurs, le sujet des BSPCE. Et peut-être du coup une petite phrase, Grégoire, par rapport à la différence États-Unis et France, parce que je te dis, moi j'ai des retours où le sujet ne les intéresse pas en tant que fondateur. Alors que toi, tu avais l'air de dire qu'aux USA, c'est vraiment le cœur déjà les plans des ops et de stock options, c'est vraiment au cœur de toute négociation. Tu as quelque chose à nous dire du coup sur cette distinction? Tu sais, je pense juste qu'on est à la ramasse. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Je discutais avec un fonds là, il me disait bon, c'est quoi vos plans pour les exits intermédiaires entre 300 et 500 millions, en gros, à qui vous pouvez vendre? Et je dis, c'est-à-dire, je dis, bah ouais, enfin, tous les entrepreneurs, ils ont un plan d'exit, c'est-à-dire, ils savent que s'ils vendent à 100 millions, c'est à tel type d'acteur, à 300 millions, c'est à tel type d'acteur, 500 millions, au-delà d'1 milliard, etc. Ils ont au moins une dizaine d'acteurs en tête à qui ils peuvent vendre leur boîte. D'accord. Et donc, la notion de stock option, eux, directement, en fait, sujet parce qu'il y a l'exit, il y a des boîtes qui rachètent. Donc, en fait, pour eux, bien sûr, tu peux faire un exit. Il y a au moins une dizaine de boîtes qui peuvent racheter ta boîte. Il faut juste que tu les trouves. Tu vois en France, quand on a un exit à 300 millions, tout le monde est en mode oh, incroyable et tout. Et du coup, toute cette notion en fait, les BSPCE, ça va incentiver. Du coup, c'est un vrai outil de motivation. Du coup, ça va faire des belles histoires. Du coup, c'est ce qui fait que les gens vont venir dans ma boîte, etc. Toute cette partie-là qu'il y a aux US sur, en fait, parce qu'il y a des exits, comme les exits sont beaucoup plus rares en France, du coup, en fait, toute cette partie de la discussion et du modèle mental que tu as en tant qu'entrepreneur, parce que ça fait partie de tes discussions au quotidien avec tes fonds, avec tes salariés, etc., tu l'as pas. Du coup, tu sais pas que tu sais pas, quoi. Et tu sais pas qu'il y a toute une partie du monde qui n'existe pas. Et je te dis, moi, quand elle m'a dit, je discutais avec une VC ici de Mighty Capital qui est très, très, très cool, qui a pris du temps pour m'expliquer un petit peu comment ça marchait aux US. Elle m'a dit, ça c'est la règle de base, mais je suppose que tu la connais. Et j'étais en mode, personne ne me l'avait jamais explicité aussi clairement. Et elle a commencé à me donner des noms de boîtes. Elle me disait, si jamais tu dois vendre, voilà des idées de boîtes à qui tu pourrais vendre. Je dis. Et elle me dit, mais tu les connais pas? J'étais en mode, vraiment, elle était en mode, là, bon, il est mignon, mais il est un petit peu con, quoi. Et mais genre, c'est pas des discussions que tu as avec des VC. Ma blague, c'était d'ailleurs, j'étais à un dîner où il y avait quelqu'un qui parlait de la stratégie de la BPI et qui disait la BPI en mode on a investi beaucoup d'argent, ça se passe très bien, ça a permis de lancer l'écosystème. Et maintenant, la question, c'est les exits. Et s'il commence à y avoir des exits, tout le monde va jouer le jeu. Du coup, les fonds vont investir encore plus. Les meilleurs talents vont être encore plus intéressés par les startups. Les grosses boîtes vont se rendre compte qu'acheter des boîtes, c'est une stratégie de croissance parce que si tu es une grosse boîte, que tu achètes une boîte qui va hyper vite, ça te projette, ça permet de créer des géants mondiaux. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore amorcé cette dynamique. Et je pense que cette réponse très simple de je ne suis pas intéressé par les BSPCE, en fait, c'est juste le symptôme de ce problème beaucoup plus global qu'à l'Europe et que problème qu'on doit attaquer. Après, dans la French Tech aujourd'hui, mais ça reste un peu encore confidentiel, il y a un peu plus d'exemples publics de premiers salariés de startups qui sont devenus aujourd'hui des licornes et qui ont fait des exits intéressants sur LinkedIn, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore hyper confidentiel et c'est pas du tout quelque chose de répandu chez tous les salariés, quoi. Je pense ce que Grégoire, tu disais, qu'il y a beaucoup d'exits qui se font par rachat aux États-Unis, des sociétés qui rachètent les startups, alors qu'en France, on va dire l'exit possible, c'est plutôt l'introduction en bourse, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, sur le principe. Donc vous êtes mieux viser le rachat, parce que là, ça donne une vraie liquidité, etc. On n'a quasiment pas d'introduction en bourse. Ici, l'introduction en bourse, c'est pour les plus gros players. Ici, exactement. Et je ne sais pas, moi, je me suis intéressé de regarder les dernières introductions en bourse depuis 10 ans quasiment en France, sur les startups qui ont été introduites en bourse, de regarder un peu l'évolution qui s'est passée sur quelques années ensuite. C'est intéressant à regarder. Je sais pas, non, mais surtout, il n'y en a pas. C'est plutôt d'une main, je pense. Peut-être que je me trompe, mais... Vous m'entendez? Très peu, oui, très peu. Il y en avait très peu. Il y a eu un petit freeze. Il y en a très peu, effectivement. Ça, je pense que, effectivement, quand tu veux exit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lever auprès d'un gros fonds américain et tu vas faire du secondaire. C'est l'exit. C'est ça. Je veux dire, c'est pas une stratégie d'exit d'aller lever auprès d'un américain. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est une croyance qui est beaucoup qui est répandue. Donc, c'est peut-être dommage. Quand j'ai dit ça, je me suis rendu compte qu'en fait, en France,
le plan, c'est de lever auprès d'un gros fonds américain qui va te faire du secondaire. C'est ça la stratégie d'exit des founders. Mais une fois de plus, j'exagère. Mais je force le trait un petit peu, mais je pense que je ne suis pas si loin de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui disent les BSPCE. Et le problème aussi, c'est que les gens vraiment internationaux, ils se rendent compte que les BSPCE, c'est un outil qui se projette mal à l'international. Et parce que c'est une réglementation française, donc pour tes salariés français, à moins que j'ai loupé quelque chose. Et donc, après, sur le principe, enfin, Judith, d'ailleurs, tu pourrais intervenir, mais c'est assimilable à un stock option en termes de. Ouais. Nous, en tant qu'évaluateurs, les étrangers qui sont salariés sur la boîte française peuvent avoir des BSPCE. Ouais, mais ce que je disais, c'est que là, par exemple, si j'ai une filiale aux US et que j'ai des salariés sur la filiale américaine, est-ce que c'est possible? Désolé, c'est une consultation gratuite en temps réel. Il y a des cas dans lesquels c'est possible. Après, c'est pas sûr que ce soit intéressant parce qu'ils vont quand même avoir la fiscalité américaine qui va se mettre dessus et pas sûr que ce soit intéressant pour eux. Mais à part les US, si c'était des salariés d'ailleurs, notamment d'Asie ou autres, ou de l'Europe de l'Est, il y a beaucoup de cas dans lesquels ça reste très intéressant. Ok, my bad. Du coup, je viens de changer d'avis sur le sujet. Désolé. Et au pire, on leur donne des stock options sur le principe, l'esprit de l'instrument elle-même. Oui, mais du coup, l'outil, pareil, du coup, quand tu prends ta boîte et que tu la flippes, donc tu la mets aux US, tu as des problématiques de comment tu transfères, du coup, enfin, c'est... Et quand je dis, mais c'est le droit est comme ça, je veux dire, c'est pareil pour le contrat de travail, etc. Donc, ma remarque était... de toute façon, faire un flip, ça reste complexe, quoi qu'il arrive, au-delà Oui, en fait, c'est pas problème que pour les SPCE, donc ma remarque n'était pas extrêmement pertinente. Okay. Moi, je voudrais juste aborder, je revenir sur un point. Quand Grégoire, tu disais qu'aux US, la décote, c'était environ 80-90%, alors qu'en France, c'était plutôt 10 à 20%. Je veux juste rappeler d'où ce constat provient et aujourd'hui, quelle est la situation. En fait, ce qui se passait, c'est que depuis très longtemps, depuis 30 ans quasiment aux États-Unis, il y a cette connaissance, on applique, les Américains ont bien compris que il y avait une différence entre l'action souscrite par l'investisseur et l'action ordinaire détenue par le fondateur. Parce que dès qu'il y a une levée de fonds, tout le monde le sait, les investisseurs, quand ils rentrent, ils demandent des préférences. Souvent, c'est des protections en cas de cas baissier qui leur permettent de récupérer leur mise. J'imagine que Grégoire, Camille et Judith, vous avez l'habitude de ce genre de sujet. Mais voilà, les actions des investisseurs disposent de plus de droits. Et parfois, ces actions-là disposent même de beaucoup plus de droits. Moi, j'ai déjà vu dans ma vie des startups qui levaient en donnant des préférences à 3 fois. Donc, c'est-à-dire que si un investisseur mettait 10 millions, il avait une préférence à hauteur de 30 millions. Donc, juste pour schématiser ce constat. Et en fait, aux États-Unis, ils ont pris l'habitude de venir à chaque levée de fonds évaluer le stock option, d'évaluer l'action ordinaire pour fixer le prix d'exercice. Et en fait, ce qu'ils faisaient, on ne va pas rentrer dans les calculs ou la théorie, c'est juste pour expliquer rapidement, ils mandataient un expert indépendant, un évaluateur, qui venait déterminer quelle est la différence de valeur entre l'action de l'investisseur et l'action ordinaire. Et le but, c'était de venir calculer l'impact qu'avaient les préférences et donc le pacte d'actionnaires ou les statuts sur les actions ordinaires détenues par le fondateur. Donc en fait, ça fait des années qu'aux États-Unis, à chaque levée de fonds, il y a un prix d'exercice qui est valorisé et donc on attribue aux salariés le stock option sur la base d'un prix d'exercice qui est décoté. Alors on disait 80-90%, c'est pas tout le temps vrai, mais effectivement, il y avait des pourcentages de décote qui avoisinaient ces pourcentages-là. Moi, chez nous, en tout cas, on a une moyenne aux alentours de 60-70%, donc on est un peu en dessous, mais l'ordre de grandeur est bon. Alors qu'en France, on ne faisait pas du tout ça. On disait toutes les actions ont la même valeur, les actions du fondateur et les actions de l'investisseur, c'est la même chose. Donc pour les BSPCE, c'est la même chose. Et puis de temps en temps, quand on veut être sympa, on met 10% de décote sur les BSPCE, au doigt mouillé, et puis le sujet est clos, puisque comme tu disais Grégoire, souvent, de toute façon, le sujet des BSPCE, c'est en deuxième, troisième, enfin en tout dernier. Donc parfois, on mettait 10%, et parfois rien du tout. Et cela, en fait, ça posait pas de problème tant que les valos montaient. Parce que tant que les valos montaient, de toute façon, quel que soit le prix auquel on pouvait exercer le BSPCE, si la valo augmentait, faisait x2 tous les 6 mois, personne ne trouvait à y redire. Il n'y avait pas de côté négatif ou de côté pervers. Par contre, en 2022, quand il y a eu la baisse des valorisations des startups, là, tous les plans de BSPCE se sont retrouvés sous l'eau.
Et c'est de là d'où est né, dans l'esprit collectif, ah mince, il y a un problème. En fait, tous les BSPCE, ils sont tous sous l'eau. Comment on va faire pour fidéliser les salariés? Comment on va faire pour les émettre? Là, pour le coup, ils valent tous zéro. Donc, c'est de ce retournement, en fait, de ce changement de paradigme, de ce retournement de marché, où on passait d'un univers où les valos montaient tous les 6 mois à l'inverse, plutôt les valos baissaient tous les 6 mois. Et là, on s'est dit, bon, comment on va faire? Et là, on s'est dit, tiens, en fait, effectivement, si on faisait un travail d'évaluation sur le BSPCE, et bien, en fait, on aurait la même chose qu'aux États-Unis. Donc, en fait, aujourd'hui, ça, c'est intéressant que tout le monde comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les USA et la France, si on fait le travail correctement. Si on réalise un travail d'évaluation, si on avait une start-up qui avait une société aux USA et une société en France, le prix d'exercice des BSPCE et des stock options serait le même aujourd'hui, puisqu'on réaliserait le même travail aux US et en France. Mais d'ailleurs, juste un point là-dessus, c'est pour moi le moment le plus problématique, et si tu n'en as pas parlé à ton équipe, c'est au moment où les personnes partent et du coup doivent exercer leur droit pour acheter des actions avec cette décote. C'est qu'en fait, quand tu as quelqu'un de l'équipe qui part et que tu leur dis de te payer 10, 15, 20 000 euros pour les actions qu'ils ont accumulées pendant qu'ils étaient là, et que ces actions-là leur serviront peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, dans 24 mois quand il y a un événement de liquidité, c'est là aussi où tu crées de la tension. Parce que si tu as quelqu'un qui a acheté ses actions à une valeur de 600 millions, qu'il a sorti 30, 40 000 euros quand il est sorti, et que maintenant la boîte, elle vaut que 400 millions, et que du coup, les 30 000 euros, je ne sais pas, qu'il a sorti, maintenant, ils n'en valent plus que 24 000 ou 20 000, du coup, ça crée une énorme frustration. Et du coup, je trouve que c'est ce moment-là qui est compliqué, c'est quand quelqu'un part et que tu lui dis, il va falloir que tu rachètes tes actions au prix d'entrée, et du coup, tu vas devoir sortir du cash de ta poche, et peut-être que ces actions-là, elles ne vaudront rien dans le futur. Et je trouve que c'est souvent le moment où quand on dit que les BSPCE, c'est gratuit, en fait, ce n'est pas gratuit. Les BSPCE, si tu veux pouvoir les utiliser à un moment, il faut t'engager. Et il y a plein de gens qui se disent, j'ai bossé dans cette boîte pendant 2 ans, ces actions, je les ai, est-ce que je les ai vestées? Et du coup, si un jour la boîte marche, j'aurai le cash. Mais non, à un moment, ils doivent quand même sortir l'argent de leur poche et prendre un risque. Et c'est là où la décote peut faire la différence. Parce que si tu as eu 0 décote, ton risque, il est beaucoup plus élevé que si tu as une décote. Donc, exactement. Et du coup, tu as un retour d'expérience là-dessus? Tu connais des gens qui ont été dans cette situation-là? Ils ont choisi d'exercer, pas d'exercer? Ils ont exercé et qui se sont regrettés. Je peux te citer plein de licornes françaises. Ouais. Ah, qui ont regretté après? Ah oui, tu exerces, tu sors 50 000 balles et en fait, personne ne va acheter des actions. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer, mais qui bossait pour une belle licorne française où les fondateurs ont fait beaucoup de secondaires, donc de cash out, ils ont pris beaucoup d'argent d'un tour de table. Les salariés ont eu quasiment rien. Lui, il a exercé. Aujourd'hui, la boîte, elle vaut moins 30, moins 40%. Il n'a pas eu de décote, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas de décote. Et le mec, il a sorti peut-être 20 000 balles de sa poche. Et aujourd'hui, c'est impossible que les gens lui rachètent une action. Même sur le marché des secondaires, des startups, personne ne va racheter ses actions. Donc, en fait, il se retrouve avec avoir sorti de l'argent quand il est sorti. Les fondateurs, ils sont riches et c'est le jeu. Mais du coup, comme le système a été mal designé pour l'équipe, tu as des fondateurs qui ont pris beaucoup d'argent et tu as des gens qui étaient là tôt dans la boîte qui n'en ont pas pris et qui aujourd'hui se retrouvent avec des actions qu'ils ne peuvent pas revendre. Donc, comment est-ce que tu crées un système où en fait, tu arrives à aligner tout le monde, quoi? La décote. De toutes les façons, pour que les BSP soient intéressants, il faut une volonté des fondateurs. Il faut une volonté pour que, les conditions d'exercice du BSPCE ils soient intéressants, le vesting, combien de temps ils ont pour exercer quand ils partent, est-ce qu'on aménage tous ces éléments-là. Et justement, la décote, ça entraîne quand même un coût pour la société parce qu'il faut payer un rapport qui a un certain coût. Et il y a pas mal de fondateurs qui se disent « Non, mais on s'en fout, du temps qu'ils ont leur BSPCE, ils sont contents. Et peu importe, en fait, ça ne vaut pas le coup de dépenser quelques milliers d'euros pour donner une décote à mes salariés. » Donc, de toutes les façons, d'ailleurs, c'est comme tout. Pour que l'aventure, elle soit intéressante, elle soit stimulante, qu'elle change la vie des gens, il faut que les fondateurs, ils aient une volonté de le faire. Et alors, Grégoire, le rapport, il vaut le coup ou pas? Il vaut le prix payé ou pas? Oui, forcément. En fait, il vaut pas le prix, il vaut pas le coup pour moi. Mais quand les gens, s'il y a quelqu'un de l'équipe qui doit sortir ou qui a une de secondaire, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde se rendrait compte que le rapport valait le coup. Il vaut le coup pour Camille, du coup. Camille, tu confirmes? C'est marrant parce que c'est Camille qui m'a validé la dépense. Oui, le rapport entre le coût du rapport et le gain potentiel pour les salariés est effectivement en faveur du rapport. Super, je peux faire un petit cut et garder juste ce moment pour le poster sur LinkedIn. Vas-y. C'est un plaisir.
Non, C'est vrai, donc j'ai aucun problème avec ça. Très bien. Et alors, du coup, dernier volet, alors c'est d'actualité et malheureusement peut-être un petit peu défavorable, entre guillemets. Judith, tu vas nous parler un peu de les changements juridiques à prévoir avec la loi finance, malheureusement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ressort de ces nouveaux changements? Et puis d'ailleurs, Grégoire, tu nous diras, et Grégoire et Camille, vous nous direz ce que vous avez compris, comment vous avez. Il y a eu plusieurs changements qui ont été faits en fait sur les BSPCE. Avant même déjà la loi de finances, il faut comprendre que toutes les époques des mauvais BSPCE dont parlait Grégoire sur ceux qui ont exercé il y a quelques années dans les licornes ou autres, c'était effectivement avant la mise en place de la décote qui est venue quand même beaucoup aider tout ça. Et il faut que les sociétés sachent du coup qu'il est possible en fait de rétropédaler et de venir annuler des plans anciens pour pouvoir en réémettre maintenant. C'est ce qu'a fait Wagmi d'ailleurs en partie. Pour les salariés qui sont toujours là, on peut annuler les anciens plans, en réémettre maintenant pour qu'ils bénéficient de la décote. Wagmi, c'est le nom, la structure juridique de OnlyDust. C'est OnlyDust, ouais, juste parce que les gens disent mais what the fuck, voilà. Je te laisse continuer. OnlyDust, Wagmi, c'est le secret name du dossier, c'est le dossier Pélican. Du coup, effectivement, ils peuvent faire cet effort-là mais encore une fois, faut la volonté des fondateurs parce que c'est de la paperasse, parce que c'est des coûts juridiques, parce qu'il y a de l'explication qu'il faut quand même permettre aux salariés existants de renoncer à leur BSPCE existant pour qu'on leur en réémette à un prix plus intéressant, voilà. Donc, il y a de la formation, des coûts et tout ça dépend toujours des fondateurs. À part ça, il y a le législateur qui a mis sa petite couche là avec la loi de finances. Et qui est venu en fait toucher la fiscalité des BSPCE. Donc aujourd'hui, comment ça se passait? Le bon est gratuit, pas les actions, mais le bon est gratuit. On exerce ensuite les actions aux 10 € qu'on a gardés dans notre hypothèse. Aucune imposition n'était effectuée à ce moment-là. Et c'est qu'au moment de la revente, donc potentiellement à 50 €, qu'ils étaient imposés sur les 40 €. C'était une imposition à la plus-value. OK. Seulement, il y en avait beaucoup qui faisaient des apports à une holding et qui bénéficiaient du coup d'un report ou d'un sursis d'imposition. Et du coup, le législateur ne touchait jamais. Pas content, il est venu faire la loi de finances et il nous a dit, et ben maintenant, au moment où on exerce les BSPCE, donc au moment où on dépense les 10, on est directement imposé sur ce qu'il appelle un gain d'acquisition. Donc, il se dit, à ce moment-là, combien valait la boîte? Elle valait un prix d'exercice à 50. Donc, direct, il y a une imposition de 40 €. Enfin, sur les 40 €. Alors, elle n'est pas payée maintenant, mais elle est actée maintenant. Et après, au moment de la cession, il y a une nouvelle imposition sur la différence entre le prix de cession et le gain d'exercice. Et c'est en fait au moment de la cession qu'on paye les deux impôts. Donc, si c'est de la plus-value, si on avait plus-value, ça ne change rien à ce qui se passait maintenant. On a une imposition globale sur la plus-value. Le problème, c'est si en fait on a fait moins-value, et ben l'imposition sur le gain d'exercice, qui était en fait fiscalement un avantage salarial, il ne peut pas se compenser avec la moins-value. Donc potentiellement, les salariés auront une perte sèche sur l'exercice de leur BSPCE. Donc c'est ce que disait Grégoire sur, en fait personne ne veut les racheter, donc du coup ils ont perdu de l'argent. Là, c'est en fait il y a quand même quelqu'un qui veut les racheter par miracle, et en fait réellement, ils perdent de l'argent du fait des impôts. Donc, du coup, la volonté des fondateurs, ça doit être de venir réfléchir aux conditions d'exercice des BSPCE et est-ce qu'on permet à quelqu'un qui sort potentiellement d'exercer dans plus longtemps pour qu'il ait la possibilité de voir ce que va devenir la société ou non, ce type de choses-là. Et ça pose aussi un problème pour le calcul du gain d'exercice. Comment on va valoriser justement la société pour calculer ce gain? Là, personnellement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se faire. C'est un peu embêtant parce que il y a plusieurs scénarios dans lesquels, pour calculer ce gain d'exercice, soit on va retenir la valeur post-monnaie, la dernière levée la plus proche du moment du gain d'exercice. Mais alors ça anéantirait complètement l'intérêt de la décote, puisque la décote, c'est justement de venir dire
que la valo post-monnaie n'était pas représentative au moment de l'attribution. Donc, si on la prend pour référence pour le calcul du gain comment on dit ? Le gain d'acquisition. Gain d'acquisition, alors là, je vois pas l'intérêt de faire tout ce qui est, enfin, d'avoir fait toute la mise à jour du BOFIP pour finalement l'annuler ensuite. Est-ce qu'il va falloir faire un rapport d'expert indépendant à ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un va exercer un BSPCE? Je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais là, ça commence, même moi, je commence à trouver que ça fait beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer. C'est assez récent et qu'en fait, le législateur, il va venir apporter des précisions et prendre en considération les retours terrain. L'objectif à la base de ce dispositif, c'est quand même un beau dispositif qu'on a en France. Ça a toujours été d'intéresser les salariés. Je ne pense pas que l'objectif de la loi de finances, c'est de venir complètement le vider de sa substance. Mais la rédaction est quand même assez malheureuse. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois et comment le législateur va venir éclairer tout ça. Et du coup, vas-y, Grégoire. Non, je pense qu'on devrait passer un petit peu plus de temps, le gouvernement français, à voir comment on a plus d'exit et on crée plus de value pour les gens qui ont pris un risque de rejoindre des boîtes et après se concentrer sur les taxés. Mais voilà, c'était Grégoire, président. Toi. Non, mais c'est un petit peu, c'est un peu ce que je dis, c'est un peu orienté, mais je trouve qu'on met beaucoup d'énergie à se dire comment est-ce qu'on fait que quelques personnes qui ont réussi à gagner, qui ont créé une holding, ont réussi à échapper à l'impôt. Alors qu'en fait, des exits, il n'y en a pas eu tant que ça, et des beaux succès, il n'y en a pas eu tant que ça. Et je pense que si la France est un endroit où tu peux avoir des beaux succès comme ça, facilement, on s'entend hein, en termes de stats, je veux dire, ce soit pas aussi facile, ce soit aussi possible que dans d'autres pays, donc les US notamment. Je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer là-dessus et qu'ensuite on voit comment on peut taxer toute cette valeur qui est créée, alors que là on se dit, ok, il y a des gens, on crée un peu de valeur, ça commence à créer un peu de valeur ce système-là, il y a des gens qui arrivent à escape, comment est-ce qu'on recadre le truc pour être sûr que ce ne soit pas le cas? Et en fait, du coup, tu crées encore plus de défiance, tu crées encore moins de belles histoires et tu crées un système où en fait les gens se disent, en fait, tu continues à créer ce truc où moi j'essaie de travailler sur l'alignement entre mes intérêts de gens de mon équipe et mon intérêt à moi. Et du coup, là, tu dois lutter contre beaucoup de choses pour créer cet alignement. Et tu l'as dit, c'est une volonté du fondateur. Et là, on vient juste de me rajouter encore une étape supplémentaire. Et moins il y a d'alignement, moins il y a de chances de faire des beaux succès, quoi. Et de conserver les talents pour les boîtes françaises. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il faut rester... je pense qu'il faut rester en attente un peu de ce qui va se passer. Oui, le pire n'est jamais certain. Et du coup, voilà, mais effectivement, c'est peut-être pas là, les prochaines semaines, le super moment pour exercer leur BSPCE par les salariés. S'ils ont la possibilité de les garder pour attendre de voir ce qui se passe, je pense que c'est la meilleure solution. Et du coup, chez OnlyDust, depuis la publication de la loi, vous avez fait un travail un peu de sensibilisation auprès des salariés, un petit peu, ou des avertis éventuellement des problèmes très trimestriel. D'accord, ok. Mais vous allez le faire. Vous avez anticipé. Vous attendez pas les questions, comme disait Camille tout à l'heure. Vous allez essayer directement. Non, on en parlera. Je dois vous laisser. Je suis désolé, j'ai un autre meeting. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais vous laisser terminer si vous voulez. Je suis désolé, c'est juste que. Pas de souci, pas de souci. On a prévu une heure. On va finir avec les. On à la fin de toute façon. Merci Grégoire. Bye bye. Grégoire, intervention. À bientôt. Bon, du coup, je vous propose de. Alors, est-ce qu'il y avait des questions de la part des gens? Alors, je crois qu'il y en avait une. Serait-il possible également d'aborder les impacts de la loi de finances 2025, notamment d'un point de vue fiscal salarié? Alors, Judith, tu avais commencé à répondre à cette question. D'un point de vue fiscal salarié. Alors, du point de vue fiscal salarié, du coup, on a vu qu'il y avait deux impositions. Il y a l'imposition du gain d'exercice. Elle va être faite de manière différente en fonction de l'ancienneté du salarié dans la boîte. Donc, s'il a moins de 3 ans ou plus de 3 ans. S'il a moins de 3 ans, ça va être une imposition à 47,2, donc 30% d'IR plus les prélèvements sociaux. S'il a plus de 3 ans, ça va être une imposition à 30%, donc 18,8 d'IR plus les prélèvements sociaux. Donc, ça reste quand même plus intéressant pour les salariés d'exercer après 3 ans d'exercice, 3 ans d'ancienneté. De toutes les façons, assez classiquement, les vestings imposent qu'ils aient quand même un peu d'ancienneté pour pouvoir exercer. Donc, ça, c'est plutôt aligné avec ce que font les sociétés. Ensuite, sur le gain de cession, ça, c'est inchangé. Du coup, c'est juste l'assiette qui est modifiée, mais le gain de cession, il est toujours imposé du coup à la flat tax, donc à 30%. Ok.
Une autre question, quelle est la décote moyenne qu'on peut envisager pour les BSPCE? Ça, c'est pour moi. Généralement, donc, nous, on a accompagné environ une centaine de startups là, sur ce sujet depuis 3 ans maintenant, et on a aux alentours de 60% de décote moyenne. Alors bon, c'est une moyenne, donc il ne faut pas la prendre au pied de la lettre non plus, ça dépend de la structure capitalistique de la société, mais généralement, voilà, on a entre 50, 60, 65% de décote moyenne entre le prix du tour et et le prix d'exercice des BSPCE, sachant que cette statistique est réalisée uniquement à date de levée de fonds et pas 3 ans plus tard. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur les calculs de l'imposition et des chiffres, vous pouvez aller sur ma page LinkedIn. On vient de publier une petite infographie avec des exemples chiffrés pour les salariés, pour qu'ils se rendent compte de l'impact de la loi de finances en fonction de différents scénarios. Oui, ton carrousel, je l'ai vu. Ouais. Il est super d'ailleurs, il est très clair. Je recommande en tout cas. Bon, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre temps et pour avoir participé à ce webinaire. J'étais très content en tout cas de le faire avec vous. Et bah, écoutez, est-ce que on n'a pas de questions des uns pour les autres? Non, je pense qu'on est très bon. Chacun sera libre de nous contacter en privé s'il y a des questions spécifiques. Merci à tous les deux. Merci Camille. Tu remercieras à nouveau Grégoire. Merci Hugo de nous avoir accueillis. Et à la prochaine. Eh ben, merci à vous deux. Et puis, donc, merci aussi à Grégoire. Hein, tu le diras de ma part aussi. Yes, merci à tous. Bye bye à tous. Au revoir.